pour la première fois, les démocrates font campagne sur quelque chose de positif et non pas la résistance à Trump. Pour la première fois, c'est quelqu'un qui représente la diversité sans en faire un argument de campagne. Pour commencer, mesdames et messieurs, on avait envie de vous parler de ça. Regardez, on en parle. Allez les gars, tir de GM2L, objectif les manifestants. Tendu. Tire à droite, et leur une GM2L dans la gueule. Donc les mecs, j'ai pas bien quand même. Un vrai kiff. Une GENL dans les couilles, ça fait dégager du monde. Hein. Bah on va les manger. Hein. Bah oui, qu'on les tue. Mais oui, ils sont ravagés, c'est des pulls à pis, c'est des résidus de capote. De pute, comme de merde. C'est un chien là. Oh gars, ta gueule, fils de pute. Merde, ça flippe. Ces insultes, ces violences, hors de tout cadre réglementaire, ce sont celles des gendarmes mobiles lors de l'opération de maintien de l'ordre à l'occasion de la manifestation interdite des militants anti-méga-bassines de Sainte-Soline. C'était le 25 mars 2023. Ce que vous venez de voir, ce n'est qu'un extrait de révélations stupéfiantes faites par les journalistes de Libération et de Mediapart hier, qui ont exploité des dizaines d'heures de vidéos issues des caméras embarquées des forces de l'ordre. Pour rappel, à l'issue de la manifestation, on comptait 200 blessés chez les manifestants, dont 40 grièvement touchés, ainsi que 45 blessés côté gendarmes. Emilio, je commence avec toi. Tu y étais, toi, à Sainte-Soline? Ouais, j'y étais. C'est pas le meilleur souvenir de ma vie, hein, pour ne rien vous cacher. Quand j'ai vu cette vidéo hier, ça a réactivé quand même quelques petits trucs, parce que déjà j'ai vu qui m'a tiré dessus, parce que figurez-vous qu'ils ont arrosé, il pleuvait littéralement des grenades. C'est une grenade qui explose toutes les 2 secondes, Sainte-Soline. C'est du jamais vu dans l'histoire du maintien de l'ordre. En réalité, c'est parce que Gérald Darmanin, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, voulait aussi fournir les images aux chaînes d'information qu'il a déployé ce dispositif-là, c'est-à-dire de devant la méga bassine, ce qui était un trou où il n'y avait rien à protéger, sinon quelques pompes. D'ailleurs, c'est marrant, c'est que l'un des gendarmes le dit, il n'y a rien à protéger, il serait mort pour un trou. Mais c'est pas grave puisque c'est les autres. Il y en a un qui le dit. Ouais. Et donc pourquoi je vous dis ça? Parce que ça permet d'accréditer ce que tous les médias et tous les journalistes présents racontent depuis 2 ans, et de rappeler que Gérald Darmanin a menti à l'époque. Dès le surlendemain, il fait une conférence de presse pour dire qu'aucune arme de guerre n'a été utilisée à Sainte-Soline. Il parle des GM2L dans l'extrait. Les GM2L, c'est des grenades qui sont classifiées comme armes de guerre, de même que les LBD, les lanceurs de balles de défense, les anciens flash, ce qu'on appelait les flashballs. C'est aussi des armes de défense. Donc, il y avait ça. Il a aussi dit que les secours n'avaient pas été empêchés d'arriver pour soigner les 4 blessés qui ont porté plainte depuis, dont 2 personnes avaient terminé dans le coma. L'enquête de Mediapart et Libé montre qu'il y a eu un retard anormal, ce que disait déjà la Ligue des droits de l'homme à l'époque. Et surtout, ça permet aussi de voir à quel point on est dans une dérive anti-républicaine de ce qu'on appelle les forces de l'ordre. Moi, je déteste ce mot, mais c'est des gendarmes. Moi, j'ai vu les ravages que ça a fait sur les blessés. Je me rappelle d'une jeune femme, notamment allongée par terre, qui fait partie des 4 blessés extrêmement graves, qui avait la moitié du visage enfoncé, rempli de sang, parce qu'elle avait subi un tir tendu. Parce que c'est bien de ça dont on parle. Ouais. Les révélations de Libé et de Mediapart, c'est surtout notamment la multiplication des tirs tendus. Et les ordres. Qui sont interdits. Et là, c'est la hiérarchie, le commandement qui intimait aux gendarmes de tirer de façon tendue, donc c'est-à-dire avec un angle inférieur à 45 degrés, directement dans la tête des manifestants. Dans la vidéo, on voit quelqu'un qui est à 10 mètres qui prend une grenade en pleine tronche. Voilà, c'est donc ça qui s'est passé à Sainte-Soline. Ces vidéos l'attestent. Merci à Libération et Mediapart d'avoir obtenu ces vidéos, parce que c'est terrifiant. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a déclaré ce matin, évidemment que je ne suis pas du tout content des propos que j'ai pu entendre, mais il ne laissera, je cite, jamais critiquer les forces de sécurité intérieure. Fin de citation. Lomir, t'en penses quoi? On est sur une omerta du côté du gouvernement qui va bien être obligé de faire quelque chose. Il y a une inspection qui a été décidée du côté du ministère de l'Intérieur. Mais je crois qu'aucun service public ne peut fonctionner dans l'impunité. C'est l'impunité le problème. C'est l'impunité qui protège les agresseurs, qui protège les violents, qui protège la brutalité. Si la réalité est telle qu'il la décrive, c'est-à-dire quelques brebis galeuses, eh ben qu'on les exclue, qu'on les juge et qu'on les exclue. Je crois assez sincèrement que la stratégie du maintien de l'ordre en France, de toute manière, elle est objectivement plus violente qu'ailleurs. Ça a été documenté. La France refuse
de participer à des stratégies innovantes ou à des conversations autour de comment est-ce qu'on peut faire redescendre la violence dans le maintien de l'ordre, alors que tous nos voisins européens participent à ce genre d'exercice coopératif. On a quand même en France, il faut se le dire, hein, des armes, notamment ces grenades, qui sont interdites aux États-Unis. Et alors ça, c'est quand même assez extraordinaire. Ouais, c'est vrai. Moi, ce que je trouve vraiment extraordinaire, c'est dans ces commentaires, c'est la banalisation absolue de la violence. C'est le jeu, l'humour, la blague. En fait, tout est inconséquent. Donc, tirer sur quelqu'un et lui arracher la moitié du visage, c'est inconséquent. Et pour moi, ce que ça montre, c'est la déshumanisation des écolos. C'est qu'en fait, les gens qui étaient en face d'eux n'étaient plus dignes des personnes dont il fallait qu'on protège la sécurité, ça c'est sûr, mais ils étaient même plus dignes d'humanité. Et pour moi, ça, c'est le résultante d'années de propagande auprès d'une grande majorité de la population pour faire des écolos les responsables du désordre, les responsables des troubles, Des terroristes. des terroristes, des bien évidemment. Les Et ça, éco-terroristes. en fait, on va dire plein de choses sur... et je suis pas l'experte sur le côté réglementaire, justiciable, etc. Par contre, moi, ce qui m'interroge, c'est que ces gens-là, ce sont des jeunes hommes en majorité de milieux populaires et de ruralité, parce que ce sont eux qui fournissent les rangs des forces de l'ordre. Donc, c'est des gens avec qui j'ai grandi. Et je me dis, qu'est-ce qui s'est passé dans leur construction politique pour qu'ils soient en face d'autres gens qui sont parents, qui ont un âge similaire au leur, qui veulent, j'imagine, des choses assez similaires au leur, c'est-à-dire que leurs gamins grandissent bien, être proprio, avoir un taf qui te permet de partir en vacances, bouffer un truc pas trop dégueulasse et respirer un air pas pollué. Et que dans cette construction du monde, les gens qu'ils ont identifiés comme adversaires à leur bien-être, ce sont les personnes qu'ils ont en face d'eux, alors que eux se battent pour justement exactement ça. Et je pense que ça montre à quel point tout est brouillé en termes de qui sont nos alliés et qui sont nos adversaires objectifs, et qu'on a beaucoup de travail à faire pour rétablir qui sont les véritables responsables de nos problèmes. Emilio ? Oui, non, je vois le chat qui s'emballe sur la question de la proportionnalité ou pas de la réponse de la police. Je pense qu'il faut rappeler 2-3 faits. C'est qu'effectivement, il y avait des militants parmi les 30 000 qui ont revendiqué les soulèvements de la Terre, qui étaient venus là pour en découdre avec la police. C'est la stratégie du Black Bloc. On a l'habitude, ils venaient de toute l'Europe, il y avait des Italiens, des Espagnols. C'est ce qu'on voit dans les vidéos d'ailleurs, cocktail Molotov. C'est ce qu'on voit, là. Ceux qui font face, et ils sont violents. Hein. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé sur place, certains m'ont fait comprendre, de toute façon, ils venaient à la confrontation. Je rappelle que c'est quand même pas eux qui ont tiré les premiers. C'est le complément d'enquête qui l'avait révélé juste après. Ça, c'est la première chose. Donc oui, il y a eu des violences. Il y a même un escadron, je crois, qui prend 29 cocktails Molotov. C'est inexcusable. Et dans le cas où c'est de légitime défense, le tir tendu est autorisé. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième, c'est que l'immense majorité des manifestants que j'ai pu rencontrer étaient pacifiques. Il y avait des familles, des enfants, des personnes âgées qui étaient là. Et les tirs n'ont pas visé que les personnes qui attaquaient la police. La preuve en est, c'est que je me suis fait tirer dessus. Une grenade est tombée à 30 cm de mon pied. À une seconde près, je la prenais sur la tête. Au moment où j'étais entouré d'élus en écharpe, il y avait Marine Tondelier, il y avait Clémence Guettet, il y avait Benoît Biteau en écharpe, donc identifié. J'avais moi-même un brassard presse. Il y avait les blessés qui étaient avec nous, des enfants. La police a vu, c'est les gens quad qui avaient débarqué et qui nous ont tiré dessus. À aucun moment, les personnes qui étaient là étaient un danger pour les gendarmes qui étaient en première ligne. Donc, ils l'ont fait en connaissance de cause. Donc, la question de la proportionnalité, elle n'est absolument pas celle de tous les tirs. Il y a peut-être des tirs qui sont justifiés. Je ne suis pas l'IGGN, l'Inspection Générale de la Gendarmerie, mais en tout cas, je peux vous dire que l'immense majorité de ces tirs ne l'étaient pas. Emilien ? Oui, je pense qu'il y a 3 sujets très, très rapidement. Bon, il y a ce qu'a évoqué Loumir sur le maintien de l'ordre. Effectivement, en France, il y a pas du tout il y a beaucoup moins qu'ailleurs. Il y a des armes plus létales, et puis il y a beaucoup moins qu'ailleurs des stratégies de désescalade de la violence. Bon, ça, notamment, c'est le chercheur Sébastien Rocher qu'il faut vraiment aller regarder. Sébastien, je sais plus. Il faut vraiment aller écouter. Il y a le sujet, je pense, du déni. Effectivement, qui pointe, même s'il est obligé, vu les images, de reconnaître ça, mais je le donne dans le ministre de l'Intérieur et encore d'autres, on dit vraiment c'est inacceptable de critiquer la police. Alors, je comprends, c'est le ministre des policiers quelque part, mais en même temps, il y a quelque chose de l'institution en elle-même n'est pas critiquable, mais sauf que ce qu'on a vu, c'est les policiers, c'est pas un craquage. Là, il y a vraiment une mentalité qui existe depuis longtemps,
qui en effet peut-être relève de l'idée d'on y va pour la bagarre, pour l'assaut, avec une déshumanisation. Ça, c'est quelque chose qui doit être travaillé au niveau structurel et systémique. Et donc, ça demande une remise en cause qui n'est pas un dénigrement général de toutes les personnes en tant qu'individus, mais qui est la réflexion sur une institution. Et enfin, il y a la question de la criminalisation du mouvement écologiste, qui n'existe pas qu'en France. Je recommande, il y a un ouvrage qui est apparu le mois dernier, qui s'appelle Green Backlash. Dedans, il y a un chapitre de mon collègue Lucien Tabouret, du journaliste de Reporter Gaspard Danance, qui parle de ça, et notamment, par exemple, en Grande-Bretagne, il y a eu ce mouvement de criminalisation. Il y a des militants qui ont pris jusqu'à 5 ans de prison pour participer à une visioconférence discutant de pouvoir bloquer une autoroute. Ah ouais. Donc on est sur un niveau de jusqu'en 2020, etc. Ça allait à peu près. Les marches climat, on se souvient Macron qui était plutôt... Genre les boucles WhatsApp là, de Bloquons tout en septembre dernier, Voilà. Alors, ça te vaut de la 50 tôles. en Angleterre, oui. Avec les mouvements de Just Stop All, etc. Ouais. Et Macron, jusqu'en 2019-2020, était plutôt conciliant avec ces gens-là. Les mouvements de jeunes pour le climat, c'était bien sympathique. Et depuis qu'il y a eu des mouvements un peu plus radicaux, mais surtout une délégitimation des mouvements écologistes dans la politique, notamment à droite, et ça conduit à des mouvements qui sont vraiment de criminalisation de gens qui, on peut en faire ce qu'on veut, mais en tout cas sont là pour des causes qu'ils estiment justes et qui ne sont pas extrêmement polémiques non plus, quoi. Moi, j'étais sur vas-y, RMC, après on enchaîne. j'étais sur RMC le lendemain de Sainte-Soline. J'étais chroniqueuse sur RMC à l'époque avec ce cher Jérôme Lavrieux. Donc, quand même, un mec qui a été condamné à de la prison ferme pour malversation financière dans l'affaire Big Malion. Et c'était lunaire le niveau de mensonges qu'il y avait sur le plateau, la solitude absolue dans laquelle j'étais sur le plateau, où moi j'avais beaucoup d'amis, comme je suis issue du mouvement climat, qui y étaient. Et ce que j'ai vu, c'est quand même que personne n'y croyait à ce qu'on disait, à ce que disait la LDH, à ce que disaient les manifestants sur place. Il y avait vraiment un déni absolu de la potentialité même de la violence des forces de l'ordre, de la totalité du plateau, mais aussi de la totalité des auditeurs, etc. Et ça, je trouve, pour moi, c'est limite ça qui m'intéresse le plus. C'est comment est-ce qu'on crée un contexte, un climat où il devient impossible d'envisager que la police, alors même qu'on a documenté, que les quartiers populaires notamment documentent, que les Gilets jaunes ont documenté qu'il y a des problèmes de violence dans la police. Et ça revient sur cette histoire d'impunité et d'impossibilité de critiquer. Moi, je trouve ça lunaire qu'un ministre ne critique pas les personnes qu'il est censé administrer. Enfin, moi, ma mère, elle est prof. Je vous assure que les ministres de l'Éduc-Nat ont assez peu de problèmes à critiquer les profs, de même que... ministre des Transports, moins de problèmes à critiquer la SNCF ou les gens de la RATP. Et je trouve ça fascinant comment l'armée et la police sont des espèces d'exceptions dans le traitement par leur ministre au sein du service public. Affaire à suivre en tout cas, chers amis. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller sur le site de Mediapart ou sur celui de Libération, de regarder leurs vidéos respectives qui traitent du même phénomène. On sera attentif à la suite qui sera donnée évidemment aux révélations de ces vidéos. Est-ce que la justice sera saisie à l'issue du rapport qui devrait être rendu par l'IGGN? Pour l'instant, elle a deuxième rapport. Le premier concerne les 4 blessés qui avaient porté plainte pour violence par personnes dépositaires de la force publique. Mais il n'y a pas eu de suite. Et pour non-assistance à personne en danger. J'avais été auditionné par exemple par l'IGGN. Okay. Enfin ce truc-là. Donc ça, cette enquête-là, elle est circonscrite à ça. Normalement, lorsqu'ils ont ils ont vu les vidéos, les enquêteurs auraient dû saisir le parquet, ce qu'ils n'ont pas fait, alors qu'ils ont vu des irrégularités dans la façon de faire le maintien de l'ordre. Donc il y a une deuxième enquête qui a été ouverte par Nunez et potentiellement des suites judiciaires. C'est en tout cas ce que demande toute la gauche. C'est ce que demande toute la gauche et on espère des suites judiciaires pour que la justice se penche sur ce qui s'est passé et que ça puisse, on l'espère, ouvrir une réflexion un peu plus large sur le maintien de l'ordre. Depuis le temps qu'on le demande. On va parler du budget. On est toujours dans le marathon budgétaire du côté de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les députés ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur le volet recettes du projet de loi de finances. En attendant le retour des discussions à l'Assemblée nationale, c'est l'examen du PLFSS, donc le budget de la sécurité sociale, qui a débuté avant-hier. Émilien, on a beaucoup parlé du risque de ce qu'on appelle un budget Frankenstein. Je ne sais plus qui avait été le premier à utiliser cette expression. C'était Coquerel, le premier, président de la Commission des Finances, qui avait parlé de budget Frankenstein, un espèce de budget de briquet de broc avec des mesures de droite, des mesures de gauche, parce que des majorités différentes ont voté des trucs. Pour toi, est-ce que c'est la méthode du gouvernement qui est en cause ?
D'abord, c'est un beau bordel quand même. Je veux dire, quand on suit même, on n'a pas besoin, quand on est abreuvé de tweets, par exemple, application du diable, il y a des accusations, y compris de masques qui tombent toutes les demi-heures, donc c'est une pluie de masques à l'Assemblée, de PS qui accuse les filles qui accusent le PS, chacun est complice de tout le monde. Et effectivement, dans la mesure où il n'y a pas une coalition de base pour ce budget, parce que je rappelle que Sébastien Lecornu a été nommé sur la base d'aucune coalition précise. On n'était même pas sûr que est-ce que LR est dedans ou pas. Les autres qui sont allés avec beaucoup de mauvaise grâce. Le PS ne censure pas, mais on ne sait pas exactement sur quelle mesure, si ce n'est éventuellement les retraites, mais pas que. Donc en fait, il n'y a rien de défini, ce qui fait que en fait, chacun y va en voyant bien ce qui va arriver. Et donc, effectivement, des fois, il y a des mesures, des fois, il y a des 5 milliards d'euros qui arrivent, qui partent, en fonction de qui il y a, y compris dans les rangs de l'Assemblée. On le voit bien, parce qu'évidemment, il y a des moments où il y a plus ou moins de personnes, y compris en commission. Donc, en fait, ça peut très vite basculer. Et je pense qu'à la fin, on se retrouve avec un ensemble qui n'est pas très cohérent. Et ça, j'ai l'impression que tous les partis le disent. Et ce qui va arriver, c'est peut-être aussi que si le budget ne ressemble à rien, le gouvernement, à un moment donné, dise non, on est désolé, on ne pourra pas faire passer ça, parce que c'est pas conséquent, et peut-être pas, parce qu'il y a aussi des questions, des missions à remplir, etc. Ouais. Enfin, c'est un budget, ça a besoin d'une forme de coordination, et De cohérence. parce qu'il y a des missions à remplir, il faut définir quel ministère a combien d'argent. Enfin, c'est des choses assez précises. D'ailleurs, c'est des mois de discussion, c'est un bordel sans nom à l'Assemblée, les gens n'en peuvent plus mi-décembre quand c'est voté. Donc ça ne peut pas se faire sur l'improvisation, et ça se fait, et donc peut-être que le gouvernement tranchera, dira on vote sur mon texte, parce qu'il y a quand même d'autres outils que le 49.3 pour faire passer ça, mais c'est vrai que là, ça fait pas très envie. Ce qui est fou, c'est que, tu me diras, on commence à être habitué, mais c'est qu'on ne sait pas exactement à quelle sauce on va être mangé dans les mois qui viennent. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce sur quoi on va atterrir, on ne sait pas s'il y aura une dissolution, s'il y aura une motion de censure votée, on ne sait pas si le gouvernement va passer par ordonnance, c'est très probable, et même le régime juridique des ordonnances budgétaires n'est pas très clair. Il y a des discussions en ce moment entre constitutionnalistes pour savoir c'est quoi exactement le véhicule, c'est quoi le régime contentieux, etc. Donc, c'est très spectaculaire. Emilio, est-ce que tu dirais que le problème est le plus profond que ça? Parce qu'on a quand même un Premier ministre qui a renoncé à l'article 49.3, ce qui change la donne, ce qui fait que l'hémicycle est beaucoup plus peuplé, par exemple, ce qui fait que les batailles sur les amendements sont décisives. En fait, on a un problème institutionnel. La première chose, c'est qu'Emmanuel Macron a nommé Sébastien Lecornu sur la base de 210 députés. C'est ce qu'il avait dit au chef de parti lorsqu'il les avait reçus à l'Élysée. Le problème, c'est qu'Emilien vient de le dire, déjà, on ne sait pas qui est parmi les 210 députés, parce que même entre eux, ils ne sont pas d'accord sur qui est dedans, qui n'est pas dedans. La deuxième chose, c'est que Sébastien Lecornu ne tient absolument aucun des groupes qui sont censés appuyer le gouvernement dont il est le Premier ministre. C'est-à-dire que les macronistes votent avec leurs pieds, le MoDem, c'est pareil, LR, ils sont même pas d'accord au sein du même groupe pour voter la même chose. Enfin, en gros, il se passe rien. Donc le Cornu, lui, il s'en lave absolument les mains. Il dit, moi, j'ai donné le dernier mot à l'Assemblée nationale. En gros, il arbitre, il compte les points. C'est un arbitre de tennis, il regarde comme ça, voilà. Et il regarde les balles passer sans présenter une copie, une vision de la copie importante. Or, c'est le gouvernement qui a l'initiative notamment de créer des dépenses, de nouvelles charges, parce que les députés n'ont pas le droit. C'est l'article 40 de la Constitution. Dès qu'il y a trop de charges qui sont créées par des députés, hop, ça tombe. Et donc, il se met dans cette position en disant, moi, vous savez, le 49.3, j'y ai renoncé. Ça me pose. Maintenant, c'est les députés qui votent, les parlementaires, et ensuite, advienne que pourra. Sauf que le Cornu, il fait ça parce qu'il sait très bien que s'il utilise le 49.3, il tombe. Parce qu'il y a aujourd'hui une majorité qui le censurerait si jamais il l'utilisait. Et la deuxième chose, c'est qu'il sait qu'il a le super 49.3 à la fin, parce que ce qu'on n'a pas dit depuis le départ, c'est que la discussion budgétaire, elle est encadrée par la Constitution, notamment sur une question temporelle. C'est-à-dire qu'ils ont 70 jours à partir du 1er octobre pour obtenir et voter un budget. Délai au-delà duquel c'est le gouvernement qui prend par ordonnance qui peut, parce que soit c'est la loi spéciale, soit c'est les ordonnances. Et donc ça veut dire que si c'est une loi spéciale, c'est le budget de l'année dernière en gros qui est reconduit. Une année blanche. Donc une année blanche, et donc c'est un budget de droite. Et si c'est les ordonnances, en gros c'est lui qui tient la plume et qui décide ce qu'il garde ou pas dans le budget. Et même ça, c'est pas sûr. Alors est-ce que c'est la version initiale du texte ou est-ce que c'est la version amendée? Il y a des discussions là-dessus. Oui, en gros, s'il y a moi, je suis d'accord avec toi, mais le Conseil constitutionnel, on sait très bien aussi, parce qu'il sera saisi, qu'il a en cas d'urgence, il a des interprétations très larges, et qu'en gros, même si c'est un gouvernement démissionnaire qui dépose des ordonnances, a priori, ce que disent les constitutionnalistes, c'est que même là, dans une situation qui serait quand même dingue d'un point de vue démocratique, le Conseil constitutionnel dirait rien.
Faut se méfier du Conseil Constitue et du Conseil d'État. Ils sont capables de sortir des dingues. On verra bien. Au milieu de tout ça, il y a un groupe qui focalise l'attention de tout le monde en bien ou en mal. Ce sont les socialistes. Les socialistes qui ont permis à Sébastien Lecornu de ne pas être censuré. Les socialistes qui essayent de tirer le meilleur parti. Justement, Loumir, comment toi tu vois la stratégie des socialistes? Est-ce que tu la comprends déjà? Première question. Et je te demande pas si tu la soutiens ou si tu la soutiens pas, mais comment tu l'analyses? Alors, moi, je sais pas s'il y a d'autres gens comme moi, mais ce qui est très compliqué dans cette période, c'est que je vois des sauces qui m'expliquent leur stratégie. À la fin, ils arrivent quasi à me convaincre. Je dis OK, je vois le truc, machin. 2 jours après, je vois des LFistes qui m'expliquent leur stratégie ou pourquoi ils trouvent que la stratégie des sauces est lunaire. Et je me dis, bah ouais, j'avoue, ils n'ont pas complètement tort. Et donc, je n'arrive pas à garder de boussole stratégique parce que j'ai l'impression qu'on est sans arrêt dans la réaction. Et je suis épuisée d'être dans la réaction au point où je n'arrive plus, tout est confus. J'arrive plus à savoir ce qui est bon, ce qui est pas bon. Alors, par ailleurs, je précise, je suis pas experte de ce sujet, mais en tout cas, ce que je constate, c'est que pour les gens qui ne sont pas dans ces négos, personne ne comprend rien. Et la frustration grossit à l'idée que la gauche que nous avons collectivement portée au pouvoir en faisant du NFP, la formation politique en tête aux dernières élections législatives, est incapable de se mettre autour d'une table, pardon. Aussi d'une tête, d'ailleurs. Tu me diras, non, le lapsus, c'est intéressant. Oui. Parce que- Sans se donner de coups de tête, pour nous donner, à nous, peuple de gauche, une voie de sortie et un horizon de ce qu'on essaye de faire. Donc j'avoue que, franchement, moi j'en viens à un stade où j'ai un peu envie de dire, finalement, la stratégie m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est la vision. Où est-ce qu'on va ensemble collectivement? Et je crois qu'on est tellement empêtré dans des embrouilles de stratégie qu'on n'a plus de vision. Et ça, c'est vraiment extrêmement problématique. On reparlera après de l'élection de Zoran Mamdani à New York, mais ce que moi je constate, c'est qu'en France, la gauche n'a pas de vision. Elle n'a pas vision de programme, enfin, elle n'a pas vision de manière dont elle veut exercer le pouvoir, et elle n'a pas de vision de conquête du pouvoir. Et ça, franchement, ça commence à devenir vraiment très très lourd. Et ça fait sérieusement grincer des dents dans les chaumières des gens qui sont pourtant des gens politisés et engagés, qui n'en peuvent plus d'ouvrir le journal le matin en se disant, bon alors, qu'est-ce qu'ils vont encore inventer aujourd'hui? Franchement, ça fait vraiment petit meurtre entre amis où ils passent plus de temps à se tailler les uns les autres qu'à parler des vraies menaces qui pèsent aujourd'hui sur nous, c'est-à-dire un budget néolibéral ou l'arrivée des fascistes au pouvoir, quand même, on se rappelle. Et en fait, moi, je m'en cale de savoir comment vous vous gérez. Juste mettez-vous dans une salle et gérez-vous. Pardon, je suis un peu dure, mais en fait, c'est leur travail. C'est leur travail, c'est pour ça qu'ils sont là. Ils sont payés, avec nos impôts, des milliers d'euros pour se gérer. Gérez-vous. J'espère que l'appel sera reçu du côté de la gauche. C'est épuisant. Je dis pas que c'est facile, mais c'est leur travail. Donc chacun fait son taf. C'est pas facile d'être médecin urgentiste, c'est pas facile d'être prof devant 39 gamins. C'est pas facile. Faites votre travail. On aura l'occasion dans Maxi de continuer à regarder évidemment les soubresauts à gauche qui sont provoqués par cette période particulièrement tendue et complexe. On va parler de Zoran Mamdani qui a été élu maire de New York. Les New-Yorkais ont voté majoritairement pour le démocrate Zoran Mamdani qui a largement devancé l'ex-gouverneur ancien démocrate Andrew Cuomo. Une élection, c'est beaucoup de premières d'ailleurs, cette élection. Plus jeune maire de New York à 34 ans, depuis plus d'un siècle, premier socialiste revendiqué, premier musulman. Loumir, je crois que c'est un peu ton obsession en ce moment, cette élection. Tout à fait. Comment t'as trouvé le sourire d'un coup? Ouais. La gauche new-yorkaise donne plus envie que la gauche française. Bah ouais, pas dur, hein, mais bon, ce qui est rare pour la gauche américaine quand même. Elle fait rarement envie. Mais non, c'est extraordinaire ce qui s'est passé à tout point de vue. C'est une victoire en termes de coalition. Zoran Mamdani, il est le fruit d'une coalition collective d'acteurs, donc d'autres petits partis comme Democratic Socialists of America, DSA, qui est l'aile gauche du parti, un sous-parti du Parti démocrate, Working Families Party, qui est un sous-parti des classes populaires, et
des organisations syndicales, des ONG, des organisations politiques non électorales. Enfin, vraiment, c'est un travail. En anglais, ils disent We stand on the shoulders of giants. On est debout sur les épaules de géants. Et lui, il vient vraiment à la fin d'un processus de coalition au niveau de la gauche et géographiquement de New York, qui est extrêmement inspirant. Et ça, je trouve que c'est vraiment fascinant pour plein de raisons. C'est aussi une grande victoire de message. Parce que pour la première fois, depuis Obama, les démocrates font campagne sur quelque chose de positif et non pas la résistance à Trump. Pour la première fois, c'est quelqu'un qui représente la diversité sans en faire un argument de campagne. Obama, on avait fait un argument profond de campagne en le couplant avec une vision d'espérance pour l'Amérique. Kamala Harris, parce que les démocrates, depuis l'élection d'Obama, essayent de refaire Obama. Ils sont là en mode, c'est le dernier truc qui a marché, allez, vas-y, on refait. Kamala Harris étant la énième tentative de diversité vide. Obama, ça a fonctionné parce qu'il y avait la diversité, l'histoire, nanana, et la vision et le projet. Et Zoran Mamdani, il a été capable d'être qui il était, sans s'excuser, mais sans en faire non plus un argument de campagne. Les arguments de campagne de Zoran Mamdani, c'est... En fait, ce que se dit Zoran Mamdani, c'est hey, « New York, c'est trop cher ». C'est ça, hein, Zoran Mamdani, c'est hey, « c'est trop cher pour 99% des gens. Donc venez, on fait autrement ». Et ça, c'est très simple, mais c'est visiblement très difficile pour le Parti démocrate, forcément, quand tu es majoritairement financé par des oligarques et des millionnaires et que ton parti est tenu par des octogénaires millionnaires qui vivent sur les côtes. C'est difficile d'imaginer ce que veulent les classes populaires. Ceci étant, les démocrates, ils ont débouché le champagne hier soir parce qu'ils ont gagné quand même largement les élections contre Donald Trump qui s'est pris une rouste assez Tout à fait. vénère. Oui, parce qu'on parle beaucoup de cette élection, mais il y a eu beaucoup d'autres élections. En Virginie, par exemple, il y a eu des élections de gouverneurs. Et ça, je pense que, en tout cas, ce que moi je trouve très intéressant, c'est que le barycentre du Parti démocrate est en train de se bouger. déplacer. On accuse, par exemple, les AOC, Bernie Sanders d'être... Alors, l'extrême gauche accuse Bernie Sanders et AOC d'être des vendus, de devenir centristes. Mais non, c'est le centre qui s'est déplacé autour d'eux. Eux n'ont pas changé de ligne, mais le centre du Parti démocrate s'est déplacé. Et ça, je trouve que c'est vachement intéressant, parce que c'est exactement ce à quoi on aspire, je crois, en France. Emilio, on a vu sur les réseaux sociaux en France la foire à la récupération de la victoire de Zoran Mamdani. C'est la passion de la gauche française. Que Ah dès qu'il y a la gauche qui gagne ailleurs, c'est merde, comment on peut dire que ça rentre dans notre grille de lecture à nous pour comprendre comment. Donc, ceux qui s'y sont donnés à cœur joie, évidemment, c'est la France Insoumise, parce qu'ils se sentent proches de Zoran Mamdani. Jean-Luc Mélenchon a dit c'est notre gauche. Ils avaient d'ailleurs envoyé des parlementaires et des militants suivre la campagne de Mamdani, le porte-à-porte notamment, la question aussi du fichage pour optimiser. Attends, il y a François Picmal qui a fait une affiche avec la typo de Zoran Mamdani. J'adore. Oui, non, mais Demain, Toulouse, c'est pareil. Les deux villes sont pareilles. Mais surtout, ils ont vu deux choses dans la victoire de Zoran Mamdani. Un, c'est la question de la rupture. C'est qu'on gagne à gauche quand on a une ligne de rupture. C'est ce qu'a démontré la primaire démocrate à New York. Cuomo, qui était l'ancien maire, beaucoup plus centriste. Il était gouverneur. Gouverneur, pardon, oui. A perdu, et c'est Mamdani qui l'a emporté. Et la deuxième chose, les Insoumis disent vous voyez bien, c'est la preuve qu'il ne faut pas faire de primaire, puisque Cuomo, il était dans la primaire, et Cuomo, il est quand même lancé en indépendant. Je rappelle qu'il a en plus, quand il s'est lancé, reçu le soutien de Donald Trump et des milliardaires pour essayer de contrer la montée de Zoran Mamdani. Et de l'autre côté, on a les unionistes à gauche, ceux qui sont pour la primaire. Et eux, ils disent quoi? Ils disent Zoran Mamdani, on est d'accord avec Mélenchon sur la rupture. Par contre, là, on a un désaccord stratégique, c'est sur la primaire. Et donc, eux, ils voient, c'est notamment Raquel Garrido qui s'est fendue d'un message à tous les journalistes qui suivent je l'ai reçu aussi, qui disait regardez, c'est bien la preuve qu'il faut faire une primaire. Puisque Zoran Mamdani, il a gagné la primaire. Et donc, ça a créé un élan derrière lui, même si l'autre s'est présenté contre lui. C'est lui qui avait l'étiquette officielle du parti, et c'est ce qui lui a permis de mobiliser très fort. Moi, je ne trancherai pas dans ce débat, parce que tout n'est pas transposable. C'est une élection municipale new-yorkaise, c'est pas une présidentielle française. Par contre, ce qu'on oublie de noter dans le cas de Mamdani, par contre, c'est que effectivement, il a gagné sur une ligne de rupture et à plus de 50%. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun
aucun débat, aucun doute sur le fait qu'il a écrasé cette élection, et il le fait dans une pure tradition de la gauche new-yorkaise, parce qu'on a tendance à dire que voilà, c'est un révolutionnaire, il est trop radical, il va appliquer ce programme. Il se trouve qu'il y a un maire qui est de New York qui s'appelait, je vous reprends son nom tout de suite, Fiorello LaGuardia, qui était maire de 1934 à 1945, qui lui a mené une politique aussi qu'on pourrait qualifier de socialiste, parce qu'on a tendance... C'est des années du New Deal. Voilà, on a oublié que New Bien York, ça n'a pas toujours été la ville de Wall Street. C'était aussi une ville extrêmement ouvrière, et donc il y avait des services publics, l'école gratuite, l'université gratuite, des crèches gratuites. À l'époque, tout ça a disparu. Et donc, en fait, il se rattache à cette tradition de la gauche new-yorkaise Et je dirais même de la gauche globale. Enfin, la gauche, ça a été FDR et le New Deal. Enfin, la gauche, jusque dans les années 80, et l'acceptation par la troisième voie et la gauche clintonienne du néolibéralisme, de dire ça a été le parti des classes populaires, qui se battait pour les classes populaires, qui était soutenu par les syndicats, parce qu'aux États-Unis, des syndicats soutiennent des candidats politiques. Et je trouve ça lunaire d'entendre les classiques du Parti démocrate se retourner dans leur tombe, alors que tout ce qu'il fait, c'est reprendre l'héritage du Parti démocrate et s'en montrer digne. J'ai oublié de préciser juste une chose très vite, dans ce débat dans la gauche française, qui dit quoi? Le PS dit rien. Voilà. Si, Olivier Faure, il a communiqué aujourd'hui. Oui, il a fait un tweet, mais en gros, ils se disent pas que ça peut servir de modèle. Non, mais sur ce moment, ils ont d'autres problèmes, le PS. Ils sont dans d'autres trucs que la question de l'incarnation et de la stratégie. Non, c'est fou, là. Émilien, comment nos amis de la droite voient l'élection de Zoran Mamdani? Alors, ça dépend si tu prends la droite, on va dire, institutionnelle, ou les commentateurs de droite. Pour la droite institutionnelle, on n'a rien à foutre, parce que ne s'intéresse pas international. Si tu prends les commentateurs, ils ont réagi de manière... raciste, on peut le dire, et islamophobe. Il y a quand même eu des montages de comparaison de l'élection en septembre, avec des associations entre lui et les frères musulmans, parce que je sais pas trop quoi, il a dû serrer la main à quelqu'un un jour. Non, il est juste musulman. Il est juste musulman. Oui, en plus, il est même pas... Ça suffit. Il y a Franck-Tireur qui a fait un grand papier. En plus, il est chiite, alors que frère musulman, c'est un truc vraiment... Bref. Donc oui, il y a eu des trucs absolument dégueulasses, qui en fait, c'est amusant si on peut dire, étaient vraiment sur l'exacte ligne des Trumpistes, qui vraiment étaient sur l'idée que voilà, New York deviendrait donc communiste, islamiste, et faudrait même mettre un mur autour ou un dôme pour empêcher de se propager. Il y avait vraiment un alignement sur les positions de la droite trumpiste, qui n'est pas censée être la droite modérée, enfin l'équivalent de la droite modérée. Donc il y a, je trouve, une folie basée sur la religion de ce type-là, et peut-être le fait qu'il a une barbe, même s'il a une très jolie moustache, je veux dire. Noël, ma mère serait jaloux. Oui, qui est hallucinant, alors que le type a fait campagne sur des questions de transport gratuit, de loyer, et par ailleurs un soutien des personnes trans et LGBT, et ils ont dit si c'est un islamiste, il fait vraiment mal son boulot, quoi. C'est aussi sur Gaza que ça s'est joué. Oui, c'est aussi ce qu'il reprochait énormément. Effectivement, d'avoir pris position pour Gaza, de dire qu'il arrêterait Netanyahou s'il foulait le sol new-yorkais. C'est ça qui lui vaut d'être traité d'antisémite pour des phrases qui ne le sont pas.